T'es prêt, Nico? On y retourne? Ouais. OK, on y va. Tiens là. 3, 2. C'est bon. En 2021, j'ai traversé le Canada du nord au sud avec mon ami Guillaume dans une expédition qui s'est échelonnée sur 7600 km, qui a duré 234 jours, puis qui a clairement été l'expérience la plus transformatrice de notre vie. L'idée à la base de traverser le Canada à la verticale, c'est venu totalement d'une blague, parce que c'était complètement démesuré comme trajet. Puis c'est là qu'à la blague, on s'est dit, tant qu'à avoir traversé le Canada à la verticale, on pourrait maintenant le traverser à l'horizontale. Puis ce qui suit, c'est ce qui se passe quand tu pousses une blague un petit peu trop loin. Entrevue de Catherine, ça tourne. À mi-chemin de la traversée en 2021, j'ai reçu un appel des gars me demandant de venir les rejoindre parce qu'il y a un des coéquipiers qui devait quitter. À ce moment-là, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience en canot ni en expédition. J'ai quand même décidé de dire oui, puis je suis partie quelques jours plus tard pour aller les rejoindre à Baker Lake au Nunavut. Étonnamment, ça s'est vraiment bien passé et j'ai réussi à les suivre dans toute cette aventure-là, même si c'était vraiment peu facile. Pendant la traversée, j'ai découvert quelqu'un qui a une capacité d'adaptation vraiment à tout casser. Je repartirai avec elle n'importe quand. C'est sûr qu'en arrivant, j'étais vraiment contente d'avoir réussi ça, puis j'avais déjà vraiment le goût de repartir. Dès que je suis revenue à la maison, je me suis tout de suite mis à chercher ça allait être quoi le prochain trajet pour la prochaine expédition. Je suis tombée dans une espèce de vortex là, où je passais presque tout mon temps libre sur mon ordinateur à placer des points sur Google Earth. Je me doutais qu'il y avait une autre personne qui allait être aussi craquée que moi. C'est Nico. Moi, c'est sûr que je voulais repartir en expé, mais à ce moment-là, c'était impensable là, parce que j'étais cloué dans mon lit, incapable de marcher. Faut dire que 2 mois après être revenu de notre traversée nord-sud du Canada, j'ai fait une mauvaise chute à l'escalade. Je me suis fracturé la jambe, puis je me suis vraiment pas manqué. Flexion de genou? Dans le fond, je me suis cassé le tibia au pire endroit possible, qui est au niveau du genou. Puis ça a rupturé des nerfs qui ont paralysé mon pied. J'ai dû réapprendre à marcher, puis j'ai de la douleur chronique à mon genou. Je passe du top de ma forme à être dépendant de quelqu'un pour faire 100% des choses que je dois faire. Mon pied il est paralysé, là. Fait que je viens d'apprendre que va falloir que je marche avec une attelle comme ça pour toute ma vie. Ma vie, si je peux plus faire d'expé, elle fait plus vraiment de sens, là. Ça me prenait juste quelque chose à quoi me rattacher. Je suis dans mon lit à ce moment-là, j'ai le genou gros comme un chou-fleur, puis j'ai une barre de métal qui me tient la jambe en un seul morceau, puis je suis en train de préparer ma prochaine traversée du Canada. Fait que notre plan, c'est de traverser le Canada d'ouest en est, au nord du 60e parallèle. Si on veut être capable de le faire en continu et donc de ne pas être interrompu par l'hiver, on doit vraiment maximiser notre progression sur le territoire. Notre traversée elle s'étale sur 6900 km. Puis ça devrait nous prendre 150 jours, si tout va bien. Après 2 ans de préparation, puis des centaines d'heures d'entraînement puis de logistique, on est parti le 21 avril 2024 pour traverser l'Arctique canadien par nos propres moyens. On était vraiment excités puis fébriles de partir enfin. Notre heure d'arrivée estimée à l'aéroport de Whitehorse est 14 h, heure locale. pendant qu'on était plongé dans tous nos préparatifs, le projet a pris une tournure vraiment intéressante. J'ai reçu un appel d'une docteure de Sherbrooke qui nous proposait d'embarquer dans un projet complètement fou. Bien, ce qu'on souhaite faire avec Versant Corps, c'est prendre une douzaine de patients qui souffrent de douleurs chroniques depuis vraiment plusieurs années. Chacun des participants va faire un certain nombre de kilomètres à la maison.
on va additionner les kilomètres de chacun des membres du groupe pour faire avancer virtuellement là, le groupe sur la carte. On va vous suivre. Alors, le but, c'est de leur redonner confiance et puis qu'ils reprennent le contrôle sur leur propre vie, finalement. Honnêtement, ça ajoute une belle couche de sens au projet. Je te promets qu'on va vous donner des nouvelles tout au long de la traversée. Là, on est sur la ligne de départ, à la frontière entre le Yukon et l'Alaska. On s'en va par là, puis par là, c'est Baffin, dans à peu près 6000 km. Toute la pression de la préparation retombait. Puis là, la seule chose qui nous restait à faire, c'était ironiquement de traverser le Canada. Enfin, on se retrouve à donner nos premiers coups de pédale. Là, j'ai vraiment l'impression là, que je serai pas de retour chez nous avant une petite boule. On est accueillis par un Yukon qui vient tout juste de se réveiller de l'hiver. Les sommets sont complètement enneigés. Le Yukon est dans toutes ses splendeurs. On dirait comme un casse-tête que ma mère a fait. Le véritable défi de cette expédition-là, c'est vraiment de la terminer avant le retour de l'hiver. C'est vraiment comme un très, très long marathon. En fait, c'est plutôt 165 marathons raboutés. On n'a pas le choix de faire des journées de 10-12 heures de vélo puis vraiment finir tard le soir après le souper. T'as 103 kilos, t'es 6h10, la journée a fini plus de périr. On a les cuisses en feu, on a mal aux fesses, on a mal au dos, on a mal partout. J'ai mal au cul! Ben, c'est sûr que les montagnes du Yukon, c'est spectaculaire, là. Sauf que nous, concrètement, en vélo, ça veut aussi dire énormément de dénivelé positif. Notre traversée comporte plus de 8000 mètres de dénivelé positif. Ça représente de monter l'Everest sur nos vélos, chargés de nourriture et d'équipement. C'était tout le temps une côte qu'il y avait derrière la côte. Quand ça redescend, c'est une petite délivrance. Au jour 8 de l'expédition, on arrive à un moment charnière. On quitte pour la première fois l'asphalte pour s'engager sur une route de terre plus ou moins entretenue. On croise de moins en moins de monde, de moins en moins de villages, on se ramasse en pleine forêt tout seul. Puis pour nous, c'est vraiment là, en fait, que l'expédition commence. Les derniers jours en vélo, ils sont vraiment terribles parce que la qualité de la route de terre se dégrade à vue d'œil plus qu'on avance. Rapidement, ça devient des trous de boîte où est-ce que là, nos roues s'enlisent puis on se met à rouler dans le beurre. Mon vélo, il s'embourbait. Ça n'a pas de style de calice de bon sang. Vidéo 4! Ça a eu beaucoup d'efforts, puis dans des conditions vraiment pas idéales, qu'on a fini par arriver à notre point de transition. À ce moment-là, nos amis Guillaume et Mathieu viennent nous rejoindre sur le bord de la rivière qu'on s'apprête à descendre en canot. Cette rivière-là, ça se trouve à être la seule de toute la région qui est dégelée. La partie de canot de l'expé, c'est une distance vertigineuse. On doit traverser tous les territoires du Nord-Ouest, puis une grande partie du Nunavut pour rejoindre la baie du Tusson. On avait besoin d'avoir des partenaires qui sont d'excellents pagayeurs puis qui sont super bons en résolution de problèmes sur le terrain. Puis Guillaume, c'est mon chum. C'est drôle parce qu'en 2021, c'est moi qui est allé le rejoindre, puis cette fois-ci, c'est l'inverse. Puis il y a aussi Mathieu, qui a un peu moins d'expérience en longue expédition, mais qui est un excellent canoteur. Moi, il faut comprendre, j'ai jamais fait de grande expédition de cette envergure-là.
j'arrive au Yukon, il y a une petite rivière, de la glace de chaque côté. Je sais pas trop ce que je fais là. Premier matin, on est super excités de partir en canot et là, on se réveille, on sort de la tente et on est dans ces conditions-là. Good! On va faire du canot. C'est officiellement les premiers coups de pagaie de Accord 2024. 3000 km par là-bas. Une rivière comme ça, ultra encaissée en montagne, qui a pas un gros débit et qui perd énormément d'altitude rapidement. Ça, on n'avait aucune expérience là-dedans. Dès les premiers coups de pagaie, on se rend compte que c'est loin d'être les conditions idéales pour descendre une rivière. Il n'y a pas vraiment d'eau. Donc, tu peux pas pagayer. Tu marches dans les rapides, les roches glissantes. Attention, là, il y a un coup. Il fait tellement froid à l'extérieur de l'eau et l'eau, elle, est tellement froide. Si tu fais une erreur, ça se peut très bien que ce soit ta dernière. À chaque fois qu'on arrivait devant un tournant, on était un peu anxieux parce qu'on savait jamais qu'est-ce qu'il allait avoir de l'autre côté. Il y a eu vraiment souvent des ponts de glace, des undercuts de glace, même des arbres qui étaient dans la rivière. Ce qui est dangereux ici, c'est que le canot passe complètement en dessous de la glace, puis qu'on reste pointé là. On est passé à des places qu'on aurait sûrement pas dû passer. Là. C'était vraiment dangereux. Faut pas le dire à maman. On attache les deux cordes de bosse puis on tire nos canots. Là. On est obligé d'aller sur la berge, comme au bobsleigh, là, on est 4 à tirer ça. Et 500 livres sur de la glace qui est parfois pas très épaisse. 1, 2, 3, go! Une première expérience tout en douceur. On a frappé beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une journée d'impact. Au fil des jours, la petite rivière sur laquelle on est se fait alimenter par d'autres ruisseaux. Elle grandit, elle prend du volume, puis elle se jette dans la magnifique Nanny. Tu entres dans un monde de géants. Ça coule super bien. On peut avancer des 60-70 km par jour. Mais d'expérience, après chaque section bonbon, il y a toujours un moment plus difficile qui t'attend. Le fleuve Mackenzie, c'est un des plus longs fleuves au monde. On allait le remonter sur 350 km. Le Mackenzie, c'est pas le défi auquel on s'attendait exactement. On est dans une courbe du Mackenzie, c'est super large. Il y a ça d'eau à grandeur. Il y a du courant contre nous. On doit marcher parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour pagayer. On s'est fait dire par les gens de la communauté que le niveau de l'eau habituellement à ce temps-là de l'année était 3 mètres plus haut. On avance pareil. Les 2 pieds dans l'eau, dans la boîte, à tirer ton canot quand tu dis que c'est un des plus gros fleuves au monde. Les quelques fois où on arrive à pagayer, c'est très technique parce qu'on a juste un petit corridor d'environ 1 mètre pour progresser, sinon on se fait ramasser dans le courant. Tu t'obstines, pagaie après coup de pagaie à avancer. Seul, on le fait 20 000 fois par jour. Voilà. Au fur et à mesure où on remonte le Mackenzie, progressivement, on commence à voir des colonnes de fumée. Il se met littéralement à pleuvoir des cendres sur nous. We begin with what is now a state of emergency in the Northwest Territories. The Arctic is literally on fire. Nos contacts de sécurité nous disent que les territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont en feu. Et là, ça devient de plus en plus clair qu'il y a des feux des 2 côtés du fleuve. Quand on est arrivé devant le mur de fumée, clairement, on s'est tous regardés puis on s'est dit, ouais, ça se peut que l'expé se finisse là. Le camp est prêt pour qu'on puisse partir super vite. Les canots sont là. Les barils sont tous attachés ensemble. Si un feu de forêt, ça peut voyager jusqu'à 30 km en une nuit, là.
On a dormi à 7 km d'un feu de forêt. Si le vent tourne, on n'a pas d'échappatoire. On se déplace à 3 km/h. It was ash falling in the fire zone 2 days ago. Now rain and hail. Le lendemain matin, ça s'était tout dégagé. Puis là, on a vu qu'il y avait beaucoup moins de fumée que ce qu'on pensait. On est confortable, on décide d'aller voir. Par coup de chance, le feu était éteint, puis on était devant un brasier vraiment frais. Et on était de la faune. Après un mois à pagayer dans la glace puis à travers les feux, on atteint enfin notre prochain point de ravitaillement. Notre arrivée à Hay River, c'est un moment super important pour moi parce que Dominique, mon frère, et Laurence, ma blonde, nous rejoignent. C'est sûr que j'étais super content de retrouver ma blonde, mais en même temps, l'arrivée de Laurence dans l'Expé, ça m'a amené une certaine fébrilité. L'eau, comme moi, elle a certaines limitations au niveau physique. Il y a 3 ans, je me suis fait frapper par une voiture. Mes jambes m'ont fracturé à plusieurs endroits. J'ai des douleurs chroniques, j'ai de l'arthrose, j'ai une boiterie, puis en gros, j'ai tout en mal aux genoux. Le beau côté de cette histoire-là, c'est que pendant ma réhabilitation, j'ai rencontré mon chum, puis c'est lui qui m'a craqué à faire cette expé-là. Quand Nick m'a invité à faire l'expédition, j'étais vraiment honoré et touché parce que quelques temps avant, c'est moi qui m'occupais de lui alors qu'il était alité dans son lit à pouvoir rien faire avec son corps. J'aurais jamais pensé faire un trip aussi gros que ça avec mon frère que j'avais vu dans une situation aussi précaire et vulnérable. Je pouvais juste pas refuser de vivre ça à ses côtés. Le Grand Lac des Esclaves, c'est le 9e plus grand lac au monde. Autant ça peut être super calme et paisible puis agréable à pagayer, autant il peut avoir un coup de vent qui se lève et là, les vagues s'accumulent puis il n'y a absolument rien pour les arrêter. Et là, aujourd'hui, le géant s'est réveillé, fait qu'il vente en maudit, il annonce de la pluie pour aujourd'hui puis demain. Fait qu'on se prépare à s'emmitoufler dans la tente puis jouer au trou de cul toute l'après-midi. Alors qu'on est encore arrêté à cause du vent, on en profite pour prendre des nouvelles du projet Versant Accord à Sherbrooke, qui ont justement une rencontre en personne cette semaine. Ah ben, monsieur Jean-Luc, bonjour! Hier, on a eu un appel téléphonique avec Nicolas puis Laurence. On l'a enregistré, puis vous allez le recevoir par courriel. La personne qui vit avec de la douleur chronique, des embûches, elle en a au quotidien. Alors, de faire le parallèle entre ce que vivent les aventuriers et ce que vivent les patients qui sont en douleur chronique, c'est très riche. Mon nom est Pauline Bacon. Je suis plus connue maintenant sous le prénom de Mamour. Moi, mes limitations, c'est une blessure quand même sévère à la région cervicale. Je voulais tellement participer. Tout de suite, je me suis acheté un podomètre. C'est mon compagnon. Il m'en reste un petit peu. Parfait. Quand la première fois, on m'a dit que j'avais fait 20 km, mais j'ai dit, voyons donc, moi, j'ai fait 20 km. J'étais tellement emballée. Ça me fait plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, on a dépassé les aventuriers. Là, ce que j'ai enregistré là, dans mes formidables neurones, là, imaginez qu'au groupe, on est rendu là. On les devance un peu, à ma grande surprise. Ben moi, j'aurais aimé mieux qu'ils soient toujours devant, mais c'est plus stimulant. Courir après que de se faire courir. Salut tout le monde! On est toute la gang de l'expédition Accord de la section Canoe. Ils sont fous, là, mais je le dis moins. Parce que c'est plus de l'admiration qu'autre chose. Je souffre d'arthrose sévère, non seulement aux genoux, mais à ma cheville droite et aux 2 mains. Avant le début de l'expé, le seul trajet que je faisais, c'était de ma chaise à la salle de bain, c'était de ma chaise à ma voiture. Et je me suis donné une discipline. Je me lève assise chaude dans mes orthèses, je prends ma canne, puis je vais marcher. J'avais mal, fait que j'y allais pas. J'ai encore mal, mais j'y vais. À cause d'eux autres. Eux autres sont capables de faire ça. Moi, je suis capable de faire mon petit 50 minutes de marche. Au début du projet Accord, la seule façon de bouger, c'était à vélo. La marche restait très difficile. Chaque pas me causait des coups de poignard. C'est ici que j'ai eu mon accident de patin qui a changé ma vie.
J'ai une triple fracture à la jambe droite. Quand on m'a proposé de faire partie du projet Accord, c'est venu chercher des fibres de la Nancy d'avant l'accident qui avait toujours le goût d'aventure. Regarde, j'ai amené des souvenirs. J'ai été une athlète de haut niveau en escrime, championne canadienne à plusieurs reprises. Ça, c'est ma médaille qui m'a permis d'aller aux championnats mondiaux. C'était un souvenir mémorable, celle-là. Je pense souvent aux aventuriers lorsque j'ai des journées plus difficiles. J'essaie de, moi, m'apitoyer sur mon sort en pensant à eux qui ne peuvent absolument pas le faire. Sur le Grand Lac des Esclaves, l'enjeu, c'est le vent. Donc, dès qu'on a une fenêtre météo qui s'ouvre, vite, il faut aller sur l'eau pour clencher le plus de kilométrage possible. Ce qui fait en sorte qu'on se tape des journées de 40-50 km en 10-12 heures de canot. Un coup de pagaie à la fois, puis à longue, ben, tu traverses un lac de 600 km. On aura finalement réussi à traverser le Grand Lac des Esclaves pendant 14 jours avant de rejoindre la communauté de Roulx pour notre prochain ravitaillement. On s'est rendu? On retrouve 9 immenses boîtes de bouffe qu'il faut trier au complet pour préparer notre prochain leg de canot qui va durer 45 jours. Let's go! 1200 km de territoire, 45 jours d'autonomie. On est 6 à 3 repas par jour. Faut qu'on transporte de 70 à 100 livres sur notre dos, là, ce qui équivaut à genre 90 % de mon poids. En repartant de Roulx, on avait deux options. D'un côté, il y avait une traverse de 10 km suivie de 200 km de lac qui était quand même assez risquée. L'option B, c'est des habitants de Roulx qui nous ont appris qu'il y avait une chaîne de portage beaucoup plus courte. Eux, ils passent par là en skidoo l'hiver. La traverse, on est vraiment exposé. Si le vent se lève, c'est dangereux. La ligne de portage, elle avait l'air plus prudente. C'est parti! Je peux t'aider. Quelle erreur est-ce qu'on vient de faire là? Pas de sentier à travers les chablis puis les cols de roche. Il fait comme 35 degrés, c'est la grosse canicule. On va chercher une trail. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Après le premier 100 mètres du premier portage, là, c'était écrit dans nos fronts. Là. C'est un désastre. Là. C'est comme tu vois, là, c'est absurde. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'une trail de skidoo l'été, ben il y en a pas. Parce que c'est l'été. Cette ligne de portage-là, on l'a affectueusement appelée la Shitty Line. La Shitty Line. La Shitty Line. Le pire dans tout ça, là, c'est qu'il n'y avait pas de vent, il faisait 30 degrés, c'est les conditions parfaites pour pagayer. Il n'y a pas un canoteur sur la planète qui fait volontairement du portage quand il peut pagayer. Puis là, à ce moment-là, tu te dis, ça, je l'ai choisi, tu sais. J'ai décidé de faire ça, tu sais. N'importe quoi. Pour être capable d'apporter tout notre matériel de l'autre côté, ben, il faut faire plusieurs allers-retours. Ça veut dire qu'un portage de 5 km, ben, ça se transforme en 25 km. Premier voyage, tu prends le baril plus lourd, t'as de l'énergie, t'es encore fringant. Tu pognes 2 pagaies. Là, tu te ramasses le dos courbé. Tu marches comme ça, comme un troll dans la toundra. Puis tu reviens. Deuxième voyage, tu prends ton canot sur tes épaules, puis là, tu essaies de te souvenir du chemin, tu t'enjambes des arbres, tu passes ton pied, tu passes l'autre pied, tu dans la branchère, t'arrives l'autre bord, tu droppes le canot dans un fracas, puis tu reviens. Troisième voyage, celui de trop. Tu prends tous les cossins qui ont été laissés par tout le monde. Crème solaire, VFI, gourde d'eau, bear spray, un case que tu sais même pas ce qu'il y a dedans, t'attaches ça en guirlande sur ton dos, puis tu pars. C'était tellement niaiseux d'être là avec des gens qui ont mal dans les genoux, là. Quand on a compris dans quoi on s'est embarqué, j'ai vraiment eu peur que ça se passe super mal au niveau de mon genou. Mais au final, ça aurait pu être vraiment pire. Par contre, on peut pas dire que ça s'est passé pareil pour l'eau. Il y a vraiment des bouts que j'avais, genre des couteaux, on dirait, qui me rentraient. Là. C'était vraiment des douleurs très, très aiguës. Oh. J'ai les genoux explosés. Puis j'ai vraiment mal. C'était la pire décision de l'expé, mais au final, ça s'est avéré être le moment où on a le plus travaillé en équipe, tu sais. Donne ton sac à dos.
Il y a tout le temps quelqu'un qui était prêt à prendre ma charge. Là. On s'encourageait, on se serrait les coudes, on se répartissait le poids aussi. Puis ça, je trouve, c'est notre plus belle victoire de toute la section de canot. Après la Shitty Line, on franchit la limite de la forêt boréale et on plonge dans l'immensité de la toundra. Quand les arbres disparaissent, t'as plus aucun repère. Tu rouvres ton GPS, puis tu te rends compte que la communauté la plus proche là, est à 600 km dans les deux sens. Là. T'es frappé par un vertige. Là. T'es intimement connecté aux émotions de toi, du territoire puis de tes amis. Quelque chose qui est difficilement accessible en ville. Là, ça m'émeut. Je souhaiterais que tout le monde le vive une fois dans sa vie, vraiment. Sur le bord de l'eau, il y a souvent des Inukshuk qui signalent des sites d'occupation ancestraux d'Inuits nomades. Puis il y a des cercles de tentes, il y a des caches à viande, il y a des cercles de feu. C'est vraiment touchant de se rendre compte que, OK, c'est pas juste un trip sportif qu'on est en train de faire. C'est un trip qui a une dimension spirituelle, c'est un trip qui a une dimension historique et culturelle très importante. Jour 91, on est en train de faire le dernier portage de l'expédition 2024. Puis là, on longe un canyon là, qui est magnifique. Wouhou! C'est fini les portages. 75 jours de canot bien remplis. On a vécu beaucoup de choses dans l'Arctique, mais c'est clair que personne n'était prêt pour ce qui s'en venait. Un jour, tu te lèves, puis là, t'entends un petit bruit là, annonciateur de ton pire ennemi. 24 heures sur 24, là. Ça me fait un peu frissonner encore. Dans la toundra, ce qui sépare la civilisation de la barbarie, c'est une petite toile de nylon, 1 mm d'épaisseur. Ça rentre. Si tu sors de la tente, c'est un carnage. Tu sais que dehors, là, c'est la guerre. Il essaie de rentrer dans ton filet, dans tes oreilles, dans tes narines, dans tes yeux, dans tes pores de peau. Ça rend fou. Ça rend fou. Shitty Line, les mouches, je choisis la Shitty Line à tout coup. Là. Après 106 jours d'expédition puis 2800 km de canot, on arrive enfin à Baker Lake, pas mal fatigué. C'était aussi le temps de dire au revoir à toute l'équipe de canot. Il restait une dernière chose à vivre ensemble. Plonger à 2 pieds joints dans une mer de gras trans puis de sucre raffiné. Après 90 jours, là, tout ce que tu veux, c'est exagérer dans du PFK puis dans des beignes. Ah ouais, des beignes. Je savais pas qu'un beigne pouvait me donner autant d'émotions. En préparant le trajet de notre expédition, on s'est rendu compte que si on voulait atteindre l'extrémité est du Canada, il y avait un gros obstacle à franchir qui est la baie du Hudson. La seule façon de traverser une masse d'eau aussi imposante, c'était en voilier. Devant nous se trouve le voilier Anorak sur lequel on va embarquer pour traverser la baie du Hudson. C'était surréel. Pour la section de voilier, il y a 3 personnes qui viennent nous rejoindre. Il y a Louis, le capitaine de bateau. Il y a aussi son fils Hubert, qui a grandi en faisant de la voile avec son père. Puis il y a Jean-Michel, qui travaille pour la garde côtière puis qui a déjà navigué dans l'Arctique. Ça fait de sens, Le lendemain matin, on découvre un peu notre nouvel environnement, on examine toutes les composantes du bateau pour s'assurer que tout est en ordre et on lève l'ancre. Qu'on a levé les voiles. Kat puis moi, on s'est rendu compte qu'on comprenait rien pantoute. On choque chaque côté les écoutes, on ouvre les taquets. Je détecte la main, donne du mou, Kat. Je bats.
On choque, on choque, on choque, on choque. Là, il va falloir ici la main, choque le fuck, tire sa bastaque, pogne l'écoute. En canot, on utilise à peu près 8 termes. En voile, c'est comme 80. Je sais même pas si on peut s'appeler des moussaillons. C'est pas si facile. Moi, je suis trop petite. Et je vois rien. Vraiment pas grand-chose à faire, fait que je me suis dit que j'allais prendre une douche. Ça va être ma deuxième douche en un peu plus que 50 jours. Ça, c'est les bonnets qui sentent de même. Ça s'en va dehors, là. Dès qu'on sort du canal de Baker Lake, on arrive dans la baie du Thon, qui est l'océan Arctique. C'est cool parce qu'on sent vraiment la puissance des voiles présentement. Là. C'est la première fois qu'il faut sécuriser notre stock dans le voilier pour pas qu'il glisse partout. Ça va très bien. Ça, c'est de la voile. Pour traverser la baie, là, on prévoit environ 4 jours de navigation selon les vents. J'ai hâte de voir si je vais passer 4 jours à vomir. Il commence à avoir de la vague, il y a de la houle, il fait plus froid. Je le sens dans mon corps. Je commence à en mettre de quoi dans l'estomac, là, parce que... D'heure en heure, le vent s'accélère. Il y a le mât qui couine, les cordages qui couinent aussi, puis le bateau qui frappe dans chacune des vagues. Pendant les 48 heures qui ont suivi, j'ai pas été capable de manger, j'ai pas été capable de boire. J'avais mal au cœur, puis en même temps, j'avais quand même vraiment peur. La première nuit en mer, ça n'a pas été facile. Mais là, malheureusement, c'est pas parce que tu files pas que tu peux ne rien faire. Là. On s'alterne aux 4 heures pour faire des vigies à tour de rôle pour s'assurer que le bateau reste dans la bonne trajectoire puis que l'allure est correcte. Sérieux, tes capacités cognitives, ils chutent là, au fil que tes heures de sommeil diminuent. On a navigué pendant 5 jours et 5 nuits sans arrêt. Fait qu'arriver à Ivuivik, là, c'est un moment de réelle délivrance. C'est beau, on est ancré, l'ancre est accrochée. On s'en va se coucher calice. Moi, je vais brosser mes dents demain matin. Bonne nuit. Tu viens de mettre le pied à terre? Bye bye, Ivuivik. En route. Salut. Les jours qui suivent, c'est vraiment spectaculaire parce qu'on se retrouve à longer la côte du Nunavik. On s'est promené d'une communauté à l'autre, donc on a pu à chaque fois s'ancrer, prendre le temps de débarquer du bateau, de marcher un petit peu. Chaque village a ses paysages, sa petite culture locale. En repartant le Kangiksuyuak, il nous reste un dernier stretch de voile à faire pour se rendre jusqu'à Baffin. Et c'est là qu'on croise nos premiers icebergs. Gros sentiment d'émerveillement, mais en même temps, tu te dis, il faudrait pas qu'on rentre dedans. J'ai jamais visité de ma vie. Là, on s'approche tranquillement. Là. Ça a l'air d'être vraiment gros. C'est vraiment impressionnant.
En plus des icebergs, il y a aussi plein de petites glaces qui dérivent. Ça peut être dangereux pour la coque puis pour les instruments. On passe un tout petit glaçon sur le bord. On va faire rouler le radar toute la nuit pour s'assurer qu'on capte leur présence. Puis la nuit, ben, c'est encore plus terrifiant parce que tu te fies seulement aux instruments de navigation pour les voir venir d'avance puis les esquiver, les icebergs. Il y a un matin où on se réveille et on voit au loin des montagnes apparaître. C'est les sommets enneigés de la cordillère arctique. C'est OK? Ah ouais, belle petite réussite. Je réalise que j'ai absolument pas le pied marin. Je suis vraiment un marin d'eau douce, puis un canot, ça me va parfaitement. Après 16 jours en mer, puis 2600 km plus loin, on est finalement arrivé à Panguirtung. On dit au revoir à l'équipage, on quitte le voilier et on part à pied sur l'île de Baffin. Bonjour! Pour la dernière section d'expédition, il y a notre ami Gail qui est venu nous rejoindre. Par là-bas? Oui, exactement. La randonnée sur Baffin, c'est l'ultime étape de cette expédition-là. 100 km de marche dans des paysages exceptionnels. Il nous reste juste à mettre un pied devant l'autre pour encore une dizaine de jours, puis après ça, c'est la fin. On est parti en suivant la rivière qui coule au creux de cette vallée glaciaire-là, qui est tout simplement spectaculaire. On évolue à pied dans des moraines glaciaires qui sont quand même instables. Pour un pied tombant, c'est vraiment pas l'idéal. Ça va? Dès qu'on marche sur du terrain plus ou moins stable, ça me fait mal, ça me tire, ça me pince. Il est vraiment temps que ça finisse, là. À ce moment-là, on est au mois de septembre et jour après jour, on sent que l'hiver est en train de s'installer sur Baffin. On est parti dans les froidures du début du printemps. Puis là, on s'apprête à finir à la fin de l'automne, 7000 km plus tard pratiquement. Ça n'a pas de sens, là. Pendant la dizaine de jours qui a duré la randonnée, on a vraiment beaucoup marché en silence. On avait vraiment beaucoup de choses à ressasser. Toutes les épreuves, tous les défis, tous les beaux moments. On avait poussé nos corps, poussé nos esprits ensemble, puis ça donne que ça avait fonctionné. Puis j'étais contente de fermer ce chapitre-là. On s'est levé ce matin, on a défait les tentes, puis on les remontera pas à soir. Fait que c'est vraiment spécial. Juste là, c'est l'arrivée. Je pense qu'il nous reste comme 20 minutes de marche, puis c'est fini. Je suis sans mots pour l'instant. 8 jours après être parti de Panguirtung, on est arrivé l'autre bord de la péninsule de Cumberland. On est officiellement de l'autre bord, quand même. Aucun comité d'accueil. Après 14 jours de vélo, 90 jours de canot, 16 jours de voile puis 8 jours de marche, on venait d'accomplir la traversée d'ouest en est du Canada par le Grand Nord. Ça nous aura pris 140 jours pour traverser les 6900 km de notre expédition. Vers la fin de l'expé, je commence à prendre conscience que, en réalité, c'était vraiment un prétexte pour me prouver à moi-même que j'étais capable encore de faire des choses qui me faisaient vibrer. Et je me sens choyée d'avoir été à ses côtés pendant toutes ces années-là, à le voir là, se pousser pour atteindre son but. C'est aussi quand même touchant qu'il ait choisi de le faire avec moi, puisque je pense que ça montre qu'on se fait vraiment confiance. J'ai gagné!
Tu sais, je l'ai vu vraiment mal en point, puis de trouver la motivation là, de se remettre en forme pour cette expédition-là. Ouais, j'étais vraiment fière de lui. C'est cool, tu marches. C'est bien beau. Quand tu te blesses comme je me suis blessé, puis comme l'eau s'est blessée, ça laisse une cicatrice. La question, c'est elle va-tu se refermer, tu sais, ou elle va rester ouverte. Puis le but, c'est de la refermer. Puis ce que j'ai fait avec cette expédition-là, c'est que j'ai fermé une crise de grosse cicatrice. Yeah! On s'en va à la maison! Aujourd'hui, je suis pas le même gars. Là. J'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance en mes moyens. La douleur, même toujours présente, mais elle diminue parce que dans ma tête, je baisse le volume. C'est tellement stimulant de voir cette équipe-là qui se surpasse que je continue à marcher autant que je le peux à chaque jour. Du jour 1 où j'ai eu mon accident au jour où que je suis au sommet et que je me dis « Wow, quel progrès j'ai fait! » Ça, c'est mon premier sommet en 3 ans et demi. Il y a quelque chose qui nous unit maintenant pour toujours, le fait d'avoir traversé une épreuve. Puis on l'a fait en même temps, en parallèle, puis à la fin, on s'est rencontrés. On a eu une marée de félicitations puis de témoignages comme quoi c'est super inspirant. Mais j'avais juste le goût de leur envoyer l'appareil, tu sais. Je pense qu'au final, eux ont traversé bien plus que le Canada. Souvent en expédition, je pensais à eux. Des moments plus tough, je me disais, hey, il y a ces gens-là qui sont chez eux, qui se motivent à bouger. Tu sais, je peux pas m'arrêter. C'est vraiment impressionnant parce que ces gens-là, ils ont eu le courage puis la motivation de pas laisser leur douleur gérer toute leur vie. Savoir se mesurer à plus grand que soi, là, ce monde-là, ils savent c'est quoi. Là. Il y a 92% des patients qui ont augmenté leur activité physique. Là. Tu sais, c'est inespéré. Je suis vraiment fière d'eux. Je suis tellement reconnaissant envers Nathalie puis toute l'équipe de la clinique d'avoir mis en place ce projet-là. Ça a apporté une couche de sens à cette expédition-là. Ce contact-là avec ces personnes-là extraordinaires, là, ça m'a apporté quelque chose de précieux. Vraiment. Faut pas que je lâche parce que je veux continuer à me péter les bretelles et être fier de moi. Oh, mon gros, t'es capable. T'as raison de te péter les bretelles, mon Jean-Luc. Mais je suis pas sûr que demain, s'il pleut, que je vais y aller pareil. Là. Pas sûr. À côté. Tellement du bien. Tu l'as, tu fais. Je n'ai pas dit à personne que j'avais un préféré. Ça descend en nord. En partant de la frontière entre le Yukon et l'Alaska, j'ai pris au sol cette petite roche. Voilà, puisses-tu demeurer ici, troubles et misères et souffrances.